Bonsoir et bienvenue sur Europe 1 et nous voici au terme de cette année 2012. Nous allons passer ensemble en direct ces 2 heures de libre antenne qui vont nous emmener en 2013. Je suis heureuse d'être avec vous ce soir pour ce réveillon du Nouvel An. On dit au revoir à ces 12 mois pour accueillir dans nos vies l'espace des 12 prochains mois. Nous allons laisser derrière nous des joies et des peines, des souvenirs déjà, des réalisations ou des projets non aboutis, un peu comme un album de photos qui se referme. Et puis nous allons laisser la pellicule vide, je l'espère, pour laisser la vie y entrer. Et pourquoi pas un peu plus de bonheur. Alors je sais bien que 2013 n'annonce pas que des bonnes nouvelles sur le plan mondial économique, mais sur le plan humain, rien n'est perdu. Au contraire, plus que jamais, nous sommes invités à donner du sens à nos actions, à être responsables face à ce que nous pouvons changer et à être résilients face à ce que nous ne pouvons pas éviter. On peut regarder l'année passée comme un calendrier auquel on aura arraché toutes les feuilles et qui s'amoindrit de jour en jour, mais on peut aussi aborder la vie plus positivement, rangeant soigneusement les feuilles de son calendrier après avoir griffonné quelques notes au dos, se pencher avec joie et fierté sur toute la richesse contenue dans ces notes, sur les moments d'une vie dont on a pleinement joui. L'important, c'est d'être pleinement conscient de la richesse de son passé, qui contient non seulement la réalité du travail accompli et de ses amours vécus, mais aussi de ses souffrances bravement affrontées. C'est même des souffrances dont nous pouvons être le plus fiers. Alors ce que je vous souhaite du fond du cœur, pour un petit peu en avance là, sur 2013, c'est de faire œuvre cette année de découverte, de faire en sorte que ce qui vous peine au plus profond de vous redevienne non seulement visible, mais je dirais utilisable. Non pas en ressassant continuellement le passé, mais en vous situant dans l'avenir, un peu comme un explorateur, pour vous aider à trouver ce qui fait sens dans votre vie. Alors partons en exploration ensemble sur le sens de vos vies. Je vous invite pour cela à nous appeler au standard, au 39 21. Vous serez accueillis ce soir par Jeanne et Paul et avec le retour de vacances de notre cher Fifi, Philippe Chartier, qui va réveillonner avec nous ce soir en réalisant cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit ou partager avec nous en envoyant un mail sur le site europe1.fr. J'attends vos appels sur le 39 21. Europe 1, Sophie Peters. Et nous accueillons Joël. Bonsoir Joël. Oui, bonsoir Sophie. Joël, on est avec vous. Je vous bonsoir. Écoute. Bonsoir. Bonsoir Sophie. Vous vouliez nous parler de un peu justement d'où va votre vie, c'est ça, Joël? Oui, où va ma vie et d'où elle vient. Oui, le sens de nulle part, quoi, du néant. Non, sûrement pas, mais trouver le sens de sa vie, c'est toujours une grande exploration, comme je disais dans l'introduction. Ce que je venais d'entendre. Oui. Mais je viens du néant pour aller vers le néant. Comme ça, ma route est tracée, quoi. C'est pour ça que c'est difficile. Pourquoi Joël, vous dites que vous venez du néant? On vient jamais du néant. Vous avez 54 ans, c'est ça? Oui. Ouais. Donc il y a eu des choses vécues, réalisées en 54 années. Oui, non, justement. Non, c'est ça. Pour ça, je suis en train de me retourner sur mon passé. Oui. Et mon passé était tout noir, toujours noir, parce que je suis malade depuis très très longtemps. Oui. Et là en ce moment, c'est vrai que je suis dans une passe très difficile. Et oui. De toute façon, je sais que ça ne finira pas en s'arrangeant et je le supporte pas, quoi. Vous avez une sclérose en plaques, hein, c'est ça, Joël? Ouais. Mais c'est vrai, c'est une maladie, terrible et invalidante, mais qui, on connaît, des gens, je connais personnellement des personnes atteintes de cette maladie qui malgré tout ont une vie, ils ne disent pas comme vous qu'ils viennent du néant. Alors qu'est-ce qui fait que vous ayez un regard si noir sur vous, sur où vous en êtes aujourd'hui? Disons, moi, il y a 3 formes de sclérose en plaques. Oui. Moi j'ai la 3e qui ne se soigne pas. Oui. Il n'y a aucun traitement, il suffit de... comme je dis à mon médecin, il me dit comment ça va? Je lui dis, vous savez, quand il y a souffrance et handicap qui vous attend, ça peut aller. Puis alors il a été 2-3 minutes pour réfléchir, puis il dit, oui, en fait, vous avez raison. Et puis, pour ça, je suis conscient de ce qui m'attend. Je me fais pas d'illusions, je sais ce qui arrivera. Et ça vous empêche de vivre, on dirait, Joël? Ça empêche de vivre parce que de toute façon, je vois bien que en fait, j'ai raison, quoi. Parce que en fait, le handicap, il est. Oui, bien sûr, il est là. Mais ça
il est de plus en plus fort, de plus en plus costaud. Et j'ai beau essayer de me rattacher à certaines choses. À chaque fois, il y en a une qui lâche. Puis tout lâche, quoi. Alors donc, on a certains temps, c'est vrai que physiquement et moralement, on ne tient plus, quoi. Oui, j'entends bien que c'est difficile, mais il y a une histoire du regard. Vous voyez, le regard que vous portez sur vous, sur votre vie est très sombre, et un regard, il y a façon et façon de se regarder ou de regarder sa vie. Est-ce qu'on en fait Pour ça que moi j'essaye d'un petit peu de me raccrocher au niveau de la religion et tout ça. Et ça me maintient un petit peu, mais c'est pas total, quoi. Oui, je comprends. Mais comment vous pouvez faire, Joël, avec effectivement ce handicap que vous avez et cette maladie, regarder avec plus de douceur, en tout cas, à la fois votre passé, votre présent et votre avenir? Mon passé, c'est vrai que c'est des souvenirs. J'ai fait beaucoup de sport quand j'étais en bonne santé. Donc là, il y a eu des moments vécus agréables. Voilà, oui. Voilà. Je savais que j'étais déjà malade, de toute façon. Quand j'ai fait ce que j'ai fait en montagne et tout ça, je savais que j'avais cette maladie-là. Oui. Mais j'ai fait justement tout ça parce que je savais que voilà. Un jour ou l'autre, je ne pourrais plus. Oui, donc vous êtes empli d'énergie, de belle énergie. Voilà, alors j'ai fait tout ce que j'ai pu en sachant que c'était un contre-la-montre, quoi. Je savais qu'un jour ou l'autre, je ne pourrais plus et que ce jour ou l'autre, ça serait très rapide. Pour ça que, maintenant, je diminue parce qu'avant, je pouvais faire des kilomètres et des kilomètres de marche. Maintenant, quand je fais 4 kilomètres sans m'arrêter, c'est le maximum, quoi. Et encore, quand ça va bien, quoi. Mais c'est pour ça que vous dites, mon passé, il y a eu que ça. Quand j'ai commencé à marcher et faire mes premiers pas, de toute façon, ma mère était pas en bonne santé, elle non plus. Ouais. Et j'ai repris ça. Alors, on dit que on le ressent pas, les enfants ressentent pas. Je crois que si, quand même. Si, les enfants ressentent, bien sûr. Voilà. Et moi, je ressentais que ma mère était mal dans son cœur, dans sa tête, et je l'ai ressenti aussi. Oui, alors, est-ce que, du coup, Joël, vous portez pas toute la détresse et la tristesse de votre maman depuis toutes ces années, une tristesse qui serait pas forcément la vôtre? Sûrement, oui. De toute façon, c'est sûr que ce qu'elle a ressenti quand je suis né, je le ressens maintenant, et plus mes problèmes, tout s'est accumulé et sont en train de m'écraser, quoi. Oui, mais peut-être qu'il y a un peu de tri à faire là-dedans, Joël, parce que, vous voyez, porter la tristesse d'une maman, votre maladie, c'est beaucoup, et ça vous empêche de profiter des bons moments, parce qu'il y en a quand même. Mais peut-être vous n'arrivez pas à les apprécier, mais il y en a forcément. Vous voyez, parce que ce qui fait sens dans une vie, c'est les valeurs qui nous portent. C'est pas seulement, vous voyez, si on compte le nombre de jours, de bonheur ou de facilité de vie, quelquefois on en a une idée un peu facile, un peu pailletée, un peu rose, mais ce qui fait la richesse d'une vie, c'est les valeurs qui nous animent, c'est la beauté d'un regard qu'on porte sur, ça peut être sur la nature, ça peut être un partage entre amis, ça peut être des choses très très petites, très ténues, mais qui nous tiennent chaud au cœur. Et il y a sûrement des choses, Joël, qui vous animent et qui sont sans doute bien enfouies, mais qui sont bien là quand même. Peut-être que vous les entendez pas. Vous voyez, c'est cette petite voix en vous, cette conscience en vous parce qu'il y a sans doute des choses vous éprouvez du plaisir à faire ou à être. Justement, je peux plus faire grand chose, parce que déjà je suis entre 4 murs. Ma maison, les murs ils ne parlent pas, comme je dis, et de toute façon, je peux pas sortir parce que de toute façon, j'ai des problèmes de vue, donc j'ai plus de voiture, j'ai plus rien du tout. Donc, je me dis, c'est quand même difficile de pas sortir, d'avoir des murs pour seule personne à qui parler, c'est pas évident, quoi. Non, bien sûr, Joël. Et vous avez plus d'entourage ou d'amis ou de gens autour de vous?
Ben non, parce que quand je faisais de la montagne, bon, souvent c'était seul parce que je faisais beaucoup d'enchaînements, donc je faisais 2-3 montagnes d'affilée. Oui. Donc, personne ne pouvait me suivre, à part les guides de haute montagne. Donc, mais ça, c'est une vraie force, Joël, ce que vous me racontez là, vous voyez. Oui, c'est quelque chose qui porte, ça. Bah oui, mais voilà, c'est bon, quand je vois où j'étais et puis où je suis maintenant... Oui, en fait, c'est ça, oui. Ce qui est dur, c'est que vous ne faites pas le deuil ou ne renoncez pas à l'ancien état pour passer à un nouvel état. Voilà. Et donc, vous voyez aucun intérêt, finalement. Voilà. Et c'est vrai que c'est difficile, mais il y a sûrement... il y a quelque chose que la vie vous fait subir et vous impose, votre état de santé. Et puis, on a une liberté intérieure très forte dans le regard qu'on peut porter. Moi, je vous conseillerais, Joël, de vous plonger dans les ouvrages d'un homme assez extraordinaire, et vous me donnez l'occasion d'en parler, qui est décédé, mais qui est un grand psychiatre, mais qui avait été déporté dans les camps à Auschwitz, qui s'appelait Viktor Frankl, et qui a inventé ce qu'il appelait la logothérapie, la thérapie par le sens. Et il a écrit un très beau livre sur donner un sens à sa vie. Et je vous conseille d'acheter ce livre, Donner un sens à sa vie, de Viktor Frankl. Et il explique comment il a survécu au camp et comment il a observé. Il était à l'époque psychiatre quand il a été déporté, et après il a étudié, enfin ça, il a mis au point, si vous voulez, la logothérapie en revenant des camps. Et en fait, ce qu'il a étudié sur place, qu'il observait, c'était ceux qui n'arrivaient pas à donner un sens, un pourquoi, en fait, là où ils étaient, mouraient très vite. Et puis ceux qui arrivaient à fabriquer, parce qu'on ça se fabrique, à se fabriquer un sens dans quelque chose qui n'en avait pas pour eux arrivaient à survivre. Et en fait, vous savez, ça reprend la phrase de Nietzsche qui disait donner à l'homme un pourquoi, il peut s'accommoder de tous les comment. Et je pense que vous, ce qui est douloureux, c'est votre pourquoi. Pourquoi moi? Pourquoi cette maladie? Non, c'est même pas. C'est même pas le pourquoi. Bon, c'est pas important, parce que ça fait longtemps que je suis malade, ça fait longtemps que je le sais, que j'ai des doutes sur cette maladie-là. Donc c'est pas le pourquoi. Je me dis, c'est pas grave, c'est pas. Bon, de toute façon, on tire un bon numéro ou un mauvais numéro. Bon, moi, j'ai tiré le mauvais numéro depuis longtemps, en le sachant. Bon, c'est pour ça. Oui, mais vous lui trouvez pas de sens. Vous n'arrivez rien à fabriquer avec. Vous voyez, quand je dis fabriquer du sens. Et c'est pour ça que peut-être ce livre pourrait vous y aider à y voir plus clair, parce qu'il est vraiment inspirant. Vous voyez, il prend un cas extrême, qui est celui des camps de concentration où le non-sens est absolu, dans l'horreur et la cruauté. Et il a vraiment fait un travail sur lui remarquable en expliquant que, en fait, l'être humain fabrique du sens avec ses valeurs, en fait, avec un sens qui donne à lui-même, qui ne sera pas le même pour votre voisin, qui sera le même pour personne d'autre que vous. Mais voilà, c'est une plongée en soi-même, ce que je disais en introduction, c'est un éveil, c'est partir en exploration un peu. Donc vous qui partiez en montagne, Joël, moi je vous souhaite de gravir vos montagnes intérieures, vous voyez, de partir à la rencontre de vous-même, d'aller faire des nouveaux sommets, et je suis sûre qu'il y a des sommets et des sentiers tout à fait inexplorés en vous, et ça peut être une aventure très enrichissante, j'en suis même certaine. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour 2013, et beaucoup de courage à vous. Merci de nous avoir appelés, Joël. D'accord, merci. Merci, au revoir. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci, au revoir. Bonsoir Marie-Thérèse. Bonsoir Sophie. Alors Marie-Thérèse, c'est bête, je vous ai loupé, je voulais vous prendre à l'antenne en même temps que Joël, mais voilà, le temps qu'on fasse signe. Mais c'est pas grave, je pense que Joël nous entend encore. Et vous vouliez réagir aux propos qu'avait Joël. Alors déjà, une bonne fin d'année. Oui. Une bonne nouvelle année à vous, bien à votre sûr. équipe. À vous aussi, Marie-Thérèse. Et aux auditeurs, bien sûr. Oui, je voulais totalement réagir parce que j'ai des maladies génétiques depuis l'âge de 27 ans, l'année 65, mais je vais particulièrement bien. Et c'est pour ça que je voulais dire au monsieur surtout, alors attendez, vous avancez avec les capacités qui vous restent. Moi, j'ai choisi mes activités en fonction, j'ai un périmètre de marge de 500 mètres. Oui. Vous voyez ? Oui. J'habite au rez-de-chaussée, je fais plein d'activités, j'ai un agenda qui est totalement rempli. Je suis très aidée et
curieusement, ce qui a été une petite merveille de découverte, ça a été le fait que dans mes activités, j'étais amenée à confier des responsabilités à mes bénévoles associés qui ont été ravis de le faire et qui leur a donné une dignité qu'ils n'avaient pas. Ouais. Et voilà, et ça donne du sens, Marie-Thérèse, que je disais. Ça donne un sens, vous pouvez pas vous imaginer. Non seulement, avec une foi à la clé, quelle qu'elle soit, j'ai envie de dire, pour tous ceux qui ont une forme de foi dans la vie aussi. Ouais. Hein, mais en même temps, je vais vous dire, je fais du bénévolat dans 7, 8, 9 associations. Et puis, mes collègues bénévoles sont vraiment, sans que j'ai besoin de demander quelque chose, font attention. Et surtout, je leur dis, vous voyez, par exemple, ça, je peux pas le faire. Est-ce que ça vous... Oh, écoutez, ça m'arrangerait bien. Par exemple, vous allez venir à Paris, je peux pas y aller. Oh, écoutez, depuis, j'ai des bénévoles qui n'avaient pas le moral, qui se sentaient pas reconnus en tant que bénévoles. C'est quelquefois, le bénévolat n'est pas toujours valorisant ou valorisé. Et depuis, par exemple, qu'elles me remplacent à Paris dans des réunions importantes, etc., elles ont retrouvé une pêche. Ça fait que ça donne de la pêche à 3 ou 4 personnes à la fois au lieu d'une, vous voyez. Oui, j'entends bien. Alors, Marie-Thérèse, on a toujours Joël, en fait, avec nous en ligne, parce que on me dit qu'il est encore là. Vous êtes là, Joël? Oui. Oui, Voilà. et Joël, alors, comment vous recevez les propos de Marie-Thérèse? Je l'ai déjà impliqué parce que je fais quand même, quand je vais à Lourdes, je fais du bénévolat là-bas. Je donne un coup de main dans les limites de mon possible. Oui, bien sûr. De mon esprit, de ma tête, parce que souvent je fais des choses que je devrais pas ou sans réfléchir, parce que je réfléchis même plus. Mais attendez, vous pouvez tout à fait réfléchir à ce que vous pouvez faire, mais surtout apprendre à déléguer et à faire participer les gens autour de nous. Et je crois qu'on a quelquefois plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Oui. Et moi, je sais pas demander. Ah, voilà. Alors ça, je crois que, vous savez, j'ai mis du temps. Ça s'apprend. Mais je voudrais surtout, en ce soir des derniers jours de l'année, transmettre, je veux dire que la vie vaut le coup d'être vécue, quel que soit son état de santé, si on apprend à vivre avec les autres, à faire confiance et à se donner du courage mutuellement. Ah oui, Marie-Thérèse, là, ça me fait chaud au cœur ce que vous dites ce soir, parce que c'est vrai que c'est ça, donner un sens, c'est dans la relation à l'autre. Mais peut-être Joël aussi souligne que c'est difficile de demander, parce que je pense, enfin, sans doute, et c'est tout à votre honneur aussi, vous avez donc fait de la montagne, vous avez expliqué votre vie avant, donc vous vivez, vous étiez et vous restez un homme fort de caractère. Et puis moi, mes problèmes, ils ne se voient pas. Ben oui. Alors je vais vous dire, moi non plus, pas du tout. Personne, il y a 6 personnes qui savent le degré de ma maladie, si vous voulez. Mais demander, c'est... Mais par exemple, je suis incapable de monter un escalier ou de le descendre, vraiment toute seule ou sans danger. Eh bien, je prends l'ascenseur, je me range, je vais dans des lieux où il n'y en a pas, ou je délègue, ou je demande qu'on m'aide à descendre les marches parce que je suis chargée. Enfin, on trouve aussi quelques petites astuces quand on ne veut pas le dire. Voilà. Je dis, je suis très chargée, est-ce que vous voulez me donner un petit coup de main, vous voyez, des petites astuces comme ça. Mais c'est surtout ce que je voulais souligner, cette nuit particulière en plus. C'est pour tous les auditeurs qui sont seuls ce soir, qui n'ont pas trop de courage, qui se disent je suis seule. Et puis écoutez, vraiment, de pouvoir partager, de pouvoir échanger avec des gens autour de nous. Quelquefois, on n'a pas notre regard assez affûté pour voir que la personne à côté de nous, elle est quelquefois esselée, quelquefois manque de quelque chose qu'on peut lui apporter qui ne dépend pas de notre capacité physique. Ouais. C'est vrai. Et vous savez, Joël, c'est vrai que c'est difficile de demander quand on s'est toujours vécu comme fort, mais il y a beaucoup de force aussi à accepter et à reconnaître un peu de sa fragilité, parce que ça donne accès dans la relation à l'autre. Et c'est ce qu'expliquait Marie-Thérèse, voyez. Si vous montrez un petit peu que vous avez besoin de l'autre, vous lui donnez aussi le bonheur de pouvoir vous rendre service. Et donc ça tisse une chaîne. C'est vrai que moi, j'aimais bien quand on me le demandait autrefois, quand j'étais en bon état. Ah, bah vous voyez, c'est super ça. Je vais vous dire, moi aussi, parce que je veux dire, dans mon travail, j'étais amenée à ne faire que de l'aide. Et donc maintenant, on m'aide. Et c'est vrai que j'ai mis du temps. Mais j'ai envie de dire, j'ai mis du temps, j'ai pas mis seule. Là aussi, j'ai échangé, j'ai pu partager et j'ai pu avancer. Oui, par exemple, comme je le fais ce soir. Pour moi, ce soir, c'est un petit moment de bonheur, un petit rayon de soleil partagé avec vous. Oui.
pour nous aussi, là, dans le studio d'Europe 1. C'est un joli rayon de soleil de vous avoir tous les deux à l'antenne avec les auditeurs. Et en tout cas, si Joël, j'espère que les propos de Marie-Thérèse ont pu être aussi une petite lumière pour vous ce soir, éclairer un petit peu votre nuit et éclairer d'un jour nouveau l'année qui s'annonce dans quelques instants. Merci à vous deux, merci Joël et merci Marie-Thérèse de nous avoir appelés. Et merci à vous et à votre équipe surtout. Merci à toute l'équipe d'Europe 1. Et bonne année 2013 avec Caroline après aussi. Oui, bon vœu à vous, merci à vous. Merci beaucoup. Bonsoir, au revoir, bonsoir. Sophie. Au revoir. Merci à Europe 1. Au revoir. Merci. Et puis avant d'accueillir Alain à l'antenne, Alain qui est avec nous hier soir et puis ça avait coupé, donc voilà, c'est super, on va continuer avec Alain. Un grand merci à vous tous, chers auditeurs, qui nous écoutez ce soir, qui êtes avec nous. Merci à tous vos messages, merci à Fatia, merci à Alix, au fidèle Sergio, à Philippe, à Alice, la fidèle Musaraigne, Tinon, voilà, tous des grands fidèles de l'émission. Merci d'être avec nous ce soir. Et puis on va attendre un petit peu pour les votes quand on sera à l'heure pile tous ensemble. Voilà, comme on ne se quitte pas. Alain, vous êtes là ? Oui, bonsoir. Sophie. Oui, bonsoir Alain. Alors, ça a coupé hier soir. Oui, voilà. panne de batterie. Panne de batterie, c'est des choses qui arrivent. En plus, derrière vous, il y avait une autre auditrice aussi, ça a coupé. Donc, c'était la soirée des portables qui s'arrêtaient. Bon, Alain, on va reprendre ensemble. Donc, vous nous parliez donc de votre histoire, de votre liaison, en fait, histoire d'amour avec une femme, qui, voilà, je vais vous laisser continuer, qui s'était pas terminée comme vous le souhaitiez, mais surtout, vous comprenez pas que vous êtes passé d'une liaison où c'était le grand soleil, et tout d'un coup, le temps a changé, elle a changé de comportement, de façon d'être avec vous, et tout ce qu'elle trouvait bien avant, elle trouvait ça nul après. Hein, c'était à peu près ça, si je résume. Ouais. Voilà. Donc, comme je disais hier, donc moi j'essayais avec les moyens de voir s'il y avait une possibilité de trouver une solution à tout ça. Oui. Donc, je me suis heurté à un mur plusieurs fois. Oui. Donc, un jour, je l'ai pris par la main, je l'ai assis dans le canapé, je lui ai dit, écoute, maintenant, s'il y a quelque chose qui ne va pas, que ça vienne de moi ou de toi, il faut le dire. Moi, je ne peux pas continuer comme ça. On dirait que là, je suis tout seul dans le désert, il y a personne qui va m'apporter un peu d'eau. Donc, elle me dit, oui, moi, de toute façon, ça se passe pas comme je veux, parce que elle me dit, tu es un petit peu trop directeur. Je dis, je vois pas en quoi je peux être directeur. Je dis, chaque fois que quelque chose doit se faire, je te pose la question, je te demande si tu es d'accord, si ça te convient, si ça te convient pas. Bien souvent, je n'obtenais aucune réponse. Ouais, c'est qu'elle se sent sans doute trop impliquée. Elle est peut-être un caractère un peu moins extraverti que vous, et peut-être que du coup, et sans doute aussi vous parlez facilement. Hein, c'est sans doute pas son cas. Hein. Vous êtes à l'aise avec la parole, avec le fait de mettre en mots ce qui va, ce qui va pas, ce qui vous plaît. Voilà, exactement. Oui, donc, oui. Et elle n'a pas la même capacité que vous, visiblement. Ouais. Ouais. À première vue, c'est ça. Donc, je lui ai dit, écoute, moi, ce que je peux proposer, c'est que, on était tous les deux fans de camping. Ouais. Donc, je lui ai dit, voilà, écoute, ça t'intéresse, si ça te fait plaisir, à ce compte-là, on va partir un mois, faire du camping, d'aller de camping en camping pour voir un petit peu, visiter. Parce que moi, j'aime bien, je suis un grand marcheur. Donc j'aime bien visiter partout où je m'arrête, un petit peu les endroits un peu pittoresques ou quelque chose qui soit significatif du lieu où je me trouve. Et vous l'avez fait, ça ? Oui. Et alors ? J'ai financé de mes propres deniers donc ces vacances. Ouais. Et ça s'est bien passé ? Tout s'est bien passé. Ouais. Jusqu'à une semaine. C'est-à-dire, on avait déjà passé 3 semaines. Tout était très très bien. C'était excellent. Et là, elle me dit, j'aurais bien invité mes parents. Je lui dis, invite tes parents. Et donc de là, les parents sont arrivés avec la voiture, la caravane, le chien, tout. C'était une jolie ribambelle, comme on dit. Et tout d'un coup, ses parents sont arrivés et moi, j'existais plus.
Ah, vous l'avez pas bien vécu, ouais, Alain. Donc, je lui ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que d'un seul coup, dès que tes parents arrivent, tu oublies tout ce qui est autour de toi? Oui. Ben, elle dit, j'ai plus confiance en mes parents qu'en toi. J'ai dit, moi, je vois pas en quoi j'ai pu trahir ta confiance. Oui, puisque ça se passait bien. Donc, je lui dis, voilà, moi, je suis pas un coureur de jupons. En plus, je ne suis pas un dragueur invétéré parce que je serais plutôt timide face à une femme que je ne connais pas. J'aurais du mal à faire le premier pas. Mais je lui dis, voilà, pourquoi d'un seul coup, comme ça, tout se casse, tout s'arrête? Elle dit, ouais, mais moi, voilà. Donc, elle m'a ressassé l'histoire de la confiance. Enfin, je lui dis, écoute, si tu as vraiment plus confiance en moi, c'est pas la peine. Il faut tout arrêter. Moi, je peux pas continuer à vivre comme ça. On n'est pas un couple. On est deux personnes qui vivent dans un même environnement. Et aujourd'hui, vous en êtes où, alors, Alain, avec elle? Eh ben, disons, suite à ça, nous sommes rentrés de vacances. 3 semaines plus tard, un matin, elle a piqué une colère, mais alors violente. Là, il y a eu les noms d'oiseaux avec. Elle m'a dit maintenant, pour parler poli, elle m'a dit, tu me casses les pieds, tu t'en vas, je ne veux plus te voir. Et ça, c'était quand, Alain, là? Enfin... on est rentré donc de vacances, et 3 semaines après que nous soyons rentrés de vacances, un matin, comme ça, d'un seul coup, elle me dit, je ne veux plus te voir, va-t'en. Je dis, mais je vais aller où? J'ai rien. Elle m'a dit, je m'en fiche, tu te débrouilles. Mais je ne veux plus te voir. Vous n'avez pas pu mettre des mots, une explication là-dessus? Rien. Très violent. J'ai essayé de comprendre. J'ai dit, mais attends, tu te rends compte que là, tu me jettes à la rue? Elle dit, oui, mais elle dit, c'est pas mon problème. Elle dit, moi, ça m'intéresse plus tout ça. Elle me dit, moi, je veux pas d'un papy aigri. Je dis, en quoi je suis un papy aigri? Ce que j'ai l'impression, quand je vous entends, Alain, me raconter toute cette histoire, c'est que on a le sentiment que vous aviez dans cette relation avec elle, celui qui va avoir le dernier mot sur l'autre. Vous voyez, elle dit un truc, vous dites autre chose, elle vous reproche quelque chose, mais du coup vous dites, alors en quoi j'ai fauté? Enfin, argument sur argument. Enfin, c'est ce que j'entends peut-être je me trompe, mais dans la façon dont vous me le racontez. Et du coup, ça crée une espèce de tension permanente, presque comme une compétition, qui ne crée pas de sécurité. Quand elle a parlé de confiance, en fait, c'est pas de confiance qu'il s'agissait, c'est qu'elle se sentait pas en sécurité parce que vous avez dû créer chacun, mais pareil pour vous aussi, vous avez dû vous sentir sur le qui-vive avec cette femme en permanence, et elle se sentait aussi sur le qui-vive en permanence avec vous, parce que c'est comme si chacun épiait finalement en permanence l'autre de ses faits, ses gestes, ses paroles, qu'est-ce qu'il dit. Et ça arrive souvent dans des relations, d'ailleurs, qui démarrent de façon très très belle, c'est-à-dire très fusionnelle. On démarre une histoire d'amour de façon très fusionnelle, à tu et à toi, on se quitte pas, tout est tellement beau à vivre à deux. Et puis, tout d'un coup, au moment où, vous voyez, la vie reprend son cycle, on est un peu moins dans la fusion. Alors, tout d'un coup, on se sent un peu seul, trahi, on commence à reprocher un truc, l'autre reproche autre chose, ainsi de suite, et c'est l'escalade. Et là, vous avez sans doute, vous savez, dans une relation, on est toujours trois, hein, j'aime bien dire ça. Il y a vous, il y a elle, et il y a la relation. Alors, c'est pas de votre faute à vous, ni de sa faute à elle, c'est quelque chose que vous avez fait ensemble qui s'appelle cette relation, et qui est tout d'un coup parti dans un truc que vous pouviez plus maîtriser ni l'un ni l'autre, et qui était cette tension permanente où finalement aucun des deux n'est satisfait. Vous n'êtes jamais satisfait, vous, parce que vous manquez de tendresse, d'affection de sa part, de tout ce qu'elle vous a donné avant, et elle parce qu'elle a le sentiment que vous lui cassez les pieds, que ça ne vous va jamais, que vous êtes écrit, vous voyez, et c'est l'escalade. Et la parole là, vous pouvez plus vous entendre. Chacun, un peu comme si votre voix recouvre celle de l'autre en permanence. Alors, je ne sais pas il est possible aujourd'hui, vous voyez, voilà, d'essayer de comprendre, de dénouer un peu les fils de tout ce qui s'est joué et d'essayer de la revoir en essayant, voilà, de comprendre ce que vous avez fait ensemble. Vous voyez, c'est pas vous, c'est pas elle. Mais c'est pas évident. Vous voyez, avec ce que vous me racontez, c'est pas évident là.
Parce que moi, bon, j'ai tenté d'essayer de la revoir et tout. Et là, bon, elle habite un quartier, on va dire, bon, pas sensible, mais bon, où il se passe pas mal de choses. Et donc, moi, la seule fois où j'ai tenté d'aller la voir, on m'a pratiquement barré le passage. On m'a dit, faut t'arrêter là, tu ne bouges plus. Mais le 11, c'est qui? C'est des gens qui habitent... C'est des jeunes qui sont à longueur de journée dans les voitures, voilà. Et donc elle, je sais pas, peut-être qu'elle a eu peur, peut-être que bon, moi je suis contre toute violence, quelle qu'elle soit. Donc elle a fait barrage, et donc je n'ai jamais pu avoir accès. Ouais. Avoir mais comme si elle avait peur. Ah oui, bah vous voyez, je reçois un SMS oui aussi d'un auditeur qui dit peut-être avait-elle peur d'aimer, mais elle a l'air surtout d'avoir peur de vous. C'est étonnant. Moi, j'ai jamais été méchant, j'ai jamais haussé le ton envers elle. Oui, c'est intéressant ça, de quoi elle a peur. En fait, elle a sans doute peur que ça reparte dans les discussions à l'infini que vous avez eues et sans doute comme elle se sent en fragilité, vous voyez, quand vous lui imposez de s'expliquer, de parler, de mettre des mots. En fait, à la fin, elle vous a mis dehors sans mots parce qu'elle n'en avait plus. Elle était incapable de vous dire quoi que ce soit. Parce que elle arrive plus à dire parce qu'elle se sent. Alors, ça lui appartient. Quand je dis ça, c'est pas vous. Elle-même se sent agressée dans le fait que vous lui demandiez d'expliquer, de parler. C'est pas. Elle n'arrive pas. Et je pense que vous êtes chacun dans une attente très forte envers l'autre. Et c'est encore souvent le cas dans une relation fusionnelle, c'est que vous attendez qu'elle soit telle que vous souhaiteriez qu'elle soit pour vous. Et puis elle. Et pareil, elle a une autre attente et chacun ne correspond pas. Alors c'est une forme d'agression larvée. En tout cas, chacun d'entre vous se sent agressé par l'autre. Vous vous sentez agressé par elle se sent agressée par vous. Donc, je ne sais pas si vous pouvez, je sais pas, écrire un mot ou faire passer un message. Essayez de lui montrer que peut-être que vous avez compris des choses dans la relation. Parce que moi, du jour où j'ai été obligé de partir, c'est que moi j'étais obligé de récupérer toutes mes affaires. Ah oui. Donc de là, c'est rude. Bah oui. Donc j'étais obligé j'ai loué un garage pour pouvoir stocker mes affaires. Et de là, moi j'ai connu un monde qui m'était inconnu, le monde de la rue. Et le premier temps, moi je l'ai vécu comme le monde de la peur. Parce que la rue. Mais vous n'avez pas de travail, Alain? Moi, je suis en pré-retraite. Ouais. Et donc là, je fais je travaille à mi-temps. Je fais beaucoup de bénévolat dans les secours populaires, secours catholiques, un petit peu les Restos du Cœur ou diverses associations qui ont besoin. Donc moi j'ai eu une petite traversée du désert qui a duré 3 mois quand même. Le temps de se retourner, de contacter un petit peu les services sociaux pour savoir comment je pouvais obtenir ci et ça. Ça a été des démarches longues, et des fois c'est pénible, parce qu'on obtient souvent des réponses négatives. Mais je me suis dit, il n'y a pas de raison. Si on me dit non aujourd'hui, peut-être qu'on me dira oui demain. Ben oui, donc, on l'espère, oui. Voilà. Donc j'ai persévéré dans cette veine. Et donc là, ça fait 1 mois, là, j'ai réussi à avoir un appartement. Donc là, en fait, cette personne, elle a fini par sortir de mon esprit, de moi. Voilà. Donc je me suis dit, j'ai mon appartement, il faut que je recommence quelque chose. Il faut que j'essaye d'avancer. Donc vous êtes plutôt là-dedans, là, maintenant, Alain. Voilà. Ouais. Donc j'essaye de plus trop y penser, parce que cette personne, en plus, je la croise souvent. Oui. Et on dirait qu'elle vous évite. Peut-être. Non, au contraire, elle me nargue. Parce qu'à chaque fois qu'elle me voit, tout en sachant
Bon, là, elle ne sait pas que j'ai un appartement. Oui. Je ne sais pas. Mais vous voyez, encore une fois, quand vous dites ça, c'est que vous la vivez encore. Vous êtes un peu comme chien et chat, vous voyez, tous les deux dans ce que vous me décrivez. Hein. Chacun, encore une fois, elle, si ça se trouve, elle, vous voyez, elle appellerait ce soir l'antenne d'Europe 1, elle raconterait l'histoire dans sa version et elle dirait, je le croise, il me nargue. Vous voyez, il y a sans doute une histoire de miroir entre vous, chacun renvoie à l'autre quelque chose de très en tension en tout cas. Donc soit vous laissez passer un peu de temps et vous essayez de comprendre un peu tout ce qui s'est joué pour vous. Vous voyez, essayez de trier dans cette histoire ce qui est à vous et ce qui est à elle. Il y a des choses à vous, il y a des choses à elle. Voilà. Essayez de dégager ça, d'abord pour vous libérer, vous faire du bien, et puis surtout pour essayer de comprendre aussi vous, qu'est-ce qui s'est passé pour vous. Vous voyez qu'au moins que cette relation reprenne ou ne reprenne pas, d'essayer d'en tirer un enseignement qui va vous aider dans les prochaines relations, parce que souvent on emporte avec soi dans les relations suivantes des modes de réaction, de fonctionnement, des attentes. Surtout si ça a été déçu dans la relation précédente, on a tendance à vous voyez, donc ce serait important que voilà mais voilà, on change d'année, donc c'est plein de projets ça, Alain, pour 2013. Hein? Oui, moi de toute façon maintenant comme on dit, je repars, on va dire, je repars de zéro, j'essaye de voilà, bon, moi j'ai mon appart, ça fait un mois que j'ai mon appartement, donc là je me sens bien, je me sens chez moi, voilà, je reprends du plaisir à, je sais pas, à sortir, aller comme on dit, voir les boutiques, aller au restaurant de temps en temps, au cinéma, chose qu'on faisait pas. Oui, alors vous voyez donc, là, oui. Là en plus, ça fait quelques semaines où j'ai rencontré une dame très gentille qui fait du bénévolat avec moi. Donc voilà. Voilà, c'est des bonnes. Voilà, on est très amis. Oui, c'est important. Pour l'instant, moi, je me sens pas aller au-delà de la Non, parce que il faut absolument que vous avanciez sur ce qui a été vécu là pour vous. On voyait entre vous et vous, peu importe. Mais tant que vous avez ce sentiment quand vous la croisez dans la rue, vous voyez qu'elle vous nargue, des choses comme ça, c'est un petit indice qu'il y a quelque chose chez vous encore à comprendre, en tout cas, à explorer. Hein. On va reprendre nos explorateurs de tout à l'heure. Bon, allez, bon courage, Alain. Bon courage. Merci, et belle vie à vous. Année à vous. Voilà, belle vie pour 2013. Hein. Et puis je vous sens bien reparti. Merci de nous avoir rappelé ce soir. Voilà. Bonsoir Alain. Bonsoir Soraya. Bonsoir Sophie. Eh bien, je suis contente de vous accueillir à l'antenne parce que je crois que c'est la première fois que vous vivez votre réveillon toute seule. Oui, tout à fait, oui. Ouais, et c'est pour ça que vous nous appelez ce soir. C'est super, on va réveillonner avec vous alors. Ah, c'est gentil. C'est très gentil. Ouais. C'est une bonne idée de nous appeler pour passer le réveillon. En fait, j'avais besoin de vous parler parce que je comprends qu'en fait, toute jeunesse se fait, que les enfants partent un jour ou l'autre. Oui, les grands-enfants, là, ce soir, ils vivent leur vie, de fête. Là, il est venu me voir, mon fils, parfumé, je sais plus. Tout beau. Très beau. Oui, en habit de lumière. Oui. Non, j'étais bien contente pour lui. Et puis, en plus, je viens de perdre mon mari, ça va faire 3 mois demain. Oui. Mais ça m'a fait plaisir de le voir ce soir, parce qu'en fait, j'ai vu qu'il allait mieux. Et je me suis dit, en fait, il va rencontrer ses copains, et puis ça va lui faire du bien, quoi. Voilà. Bon, et puis en même temps, c'est vrai, ce qui n'est pas très drôle, c'est que ma fille, juste après l'enterrement de mon mari, en fait, elle a changé de département. Et c'était pas prévu, c'était par rapport au travail de son concubin, quoi. Oui. Voilà. Et en fait, ça se passe très très mal avec lui là-bas, et voilà. Ça se passe très très mal. Je pense qu'elle va revenir, Je pense qu'elle va revenir, voilà. Et donc vous faites plein de soucis. Beaucoup, parce que je suis quelqu'un quand même qui est non-voyante, alors j'assume mon handicap tous les jours. Oui. Mais bon, tant que je me dis que si mes enfants ils sont bien, écoutez, je me sentirai bien. Oui. J'ai assumé la maladie
de mon mari jusqu'au dernier temps. Et ça s'est très très vite passé en fait, parce que cet été, mes enfants ils étaient avec lui en fait. Oui. Bon, il avait toujours sa chimio, toujours mais en fait il est rentré le 11 septembre, et le 1er octobre il est décédé. Oui, et là j'imagine que ce soir vous revivez finalement, c'était le dernier 31 que vous aviez passé avec lui l'année dernière. Franchement, ça fait mal. Ouais. Bah oui. Mais vous savez, je suis quelqu'un de... C'est peut-être par rapport à mon handicap, hein. Mais je suis quelqu'un qui m'est... Je veux dire, auquel je me suis jamais laissée aller. Ouais. Parce qu'en fait, ma vie, elle n'est pas facile. Parce que comme je suis issue de famille musulmane, j'ai jamais voulu suivre ces coutumes-là. J'ai toujours vécu, comme je le voulais. J'ai eu beaucoup de critiques par rapport à ma famille, beaucoup de choses, qui m'ont pas fait plaisir. Je veux dire, même, j'ai été très très jeune parce que j'ai une autre fille que j'ai accouchée sous X. Sans que personne ne sache. Je sais que j'ai une force de caractère, voilà. Mais ma fille sous X, jusqu'à maintenant, j'ai de ses nouvelles. Ouais, vous avez retrouvé. Ce que j'ai fait, en fait, vous savez, j'étais très très jeune et je lui laissais des courriers à la DAS. Ouais. Et en fait, un jour... Elle a pu vous retrouver comme ça. Voilà, c'est comme ça. Ouais. Et franchement, je suis très fière de moi. Oui, vous pouvez, Soraya. Mais vous voyez souvent quand... Oui, vous pouvez, je le crois bien. Mais quand on est... Vous voyez, comme vous dites, vous êtes forte, c'est ce qu'on disait avec Joël tout à l'heure, c'est que c'est compliqué, du coup, quand on est un peu triste ou malheureux, que la vie nous est difficile, on est tellement habitué à tout porter qu'on a du mal quelquefois à accepter la fragilité. Oui, mais ça fait partie, ça fait aussi partie de la vie, ces moments-là un peu difficiles. Et c'est pas parce que on a su faire face à plein de choses douloureuses. En fait, je voulais vous poser une question. Oui. Parce qu'en fait, quand j'ai attendu ma fille là sous X, d'accord. Bon. Ça a été des années de douleur. Et puis surtout quand vous accouchez de votre bébé, vous avez la souffrance. Quand on vous enlève votre bébé, c'est une chose affreuse que je ne souhaite à personne. Voilà. Mais j'ai vécu avec ça et après, tellement que j'étais forte de caractère, je suis rentrée chez ma mère comme si de rien n'était. Comme si j'avais aucune douleur, rien. Voilà. Et j'ai dit, écoute, tu vas faire ce que tu dois faire. Voilà. Alors, ce qui fait que j'ai fait mon petit bout de chemin, je lui ai écrit des lettres, voilà. Et au bout de la 8e année, quand même, c'était son anniversaire. Et c'est là où j'ai appelé ma mère. Et j'ai dit, écoute, maman, je voudrais que tu saches que t'as une petite fille. Et la seule chose qu'elle m'a répondu, j'ai trouvé que c'était refroidissant quand même. Elle m'a dit, ce qui est fait est fait. Et quand elle m'a retrouvée, ma fille, un jour, elle m'a appelée. Et elle m'a appelée, puis elle m'a dit, surtout, tu ne raccroches pas, je suis ta fille. Voilà, je suis ta fille, tu ne raccroches pas. Et là, j'ai dit, non, c'est une blague, c'est pas possible. Et non, c'était bien ma fille. Voilà, et puis elle est venue me voir le soir même. Voilà. Et le lendemain, quand même, j'ai jamais eu froid ni à la tête ni aux yeux. Mais en fait, j'ai eu le courage de la présenter à ma mère le lendemain. Ah oui. Voilà. Et oui. Voilà. Et en fait, j'ai eu plein de choses terribles comme ça dans ma vie. Oui. Et ce soir, c'est ça que vous regardez avec, je sais pas, plus d'émotion que d'habitude, Soraya? Ouais, c'est parce que en fait, mes enfants sont pas là, quoi. Ouais, c'est que vos enfants sont pas là et que vous vous sentez un peu seule. Vous avez porté presque le monde, en tout cas votre monde, sur vos épaules. Et puis là, vous vous demandez qu'est-ce qui reste à porter ce soir. Vous. Je me
j'aimerais bien qu'un homme s'occupe de moi un peu aussi. Oui. Oui. Alors il y a Sergio qui vous embrasse. Il dit je vous embrasse, vous n'êtes pas seul, nous sommes tous avec vous. Puis vous voyez, il y a Poupig, Poupig qui est un fidèle de l'émission qui avait perdu sa maman. Je me souviens le jour de Noël, j'étais à l'antenne et Poupig est seul ce soir et il a enterré sa maman vendredi, vous voyez. Et il est seul aussi ce soir, donc et il nous écoute. Écoutez, s'il veut, vous pouvez lui laisser mes coordonnées, il n'y a pas de souci. Eh ben on va transmettre à Paul au standard en antenne. Mais Soraya, vous savez, c'est vrai, c'est des moments, que ce soit Noël ou le 31 décembre, c'est un peu des moments où on se repasse un peu le film de l'année, de ces mois écoulés. Ce que j'aime bien dans ma vie, c'est que moi, quoi qu'il m'arrive, je sais que je me connais. Moi, j'aime bien prendre des fous rires et puis je me dis, écoute, si ça va pas bien ce soir, ça ira mieux demain. Et puis voilà, et puis tu vas prendre le dessus. Voilà. Moi, quand mon mari est décédé, je sais. Écoutez, c'est peut-être un peu dur à entendre, non, parce qu'il vivait tellement mal, il souffrait tellement, et j'attendais ce moment justement qu'il parte en paix, voilà, qu'il se repose. Et je vous assure que le jour où il est parti, c'est là où j'ai respiré. J'ai dit, mon Dieu, il repose en paix. Là, il souffre plus. Voilà. Que même si c'est dur pour nous, parce qu'il nous manque énormément, mais je vous assure, là, je sais qu'il repose en paix. Et je sais qu'à quelque part, il me protège. Je sais qu'à quelque part, il me protège. Et mon mari, c'est une personne que j'ai tellement aimée. Je l'ai tellement aimée. Ben oui. Et c'est le moment. Vous savez, le jour où je l'ai rencontré, mon mari, j'étais jeune. J'étais jeune. Et en fait, on s'est rencontrés dans un bal. Et puis, en fait, comme on vivait dans le même coin, et puis, voilà, j'ai dit, oh là là, comme j'aime bien cette voix, cet homme-là, j'ai dit, non, quelque part, il faut que je fasse un truc. Oui. Il faut que je fasse un truc pour le provoquer, c'est pas possible. J'ai dit, attends, Soraya, tu vas pas rester là. Et le truc que j'ai fait, en fait, il est allé dans le bar, et comme il parlait tellement fort, je lui ai dit, vous m'avez parlé? Il m'a dit, non, pas du tout. J'ai dit, mais je croyais que c'était à moi. Et depuis cet instant, on ne s'est plus quitté. Ah oui, donc vous êtes restés combien de temps ensemble, Soraya? Comment? Vous êtes restés combien d'années ensemble? Écoutez, on est restés... Il y a du bruit derrière vous, Soraya, c'est la télé qui est allumée? Ah non, c'est de la musique derrière. Ah, parce que alors vous êtes près d'une soirée, donc vous n'êtes pas Ah non, c'est mon ordinateur qui marche. Ah d'accord, parce que ça fait du bruit à l'antenne. Voilà, si vous pouvez baisser le son, parce qu'on entend... Attendez. Voilà, Soraya, c'est plus facile pour vous écouter. Là, on a encore plus de musique, mais pourquoi pas? Non, c'est bon, j'ai tout fermé. Ouais. Et puis Merci. en fait, depuis on s'est plus quitté. Il m'a proposé un slow. Et puis on s'est plus quitté de la soirée. Et puis voilà. Et puis il m'a mis sur la table du bar et il a dit ça sera ma femme. Voilà. Et on s'est plus quitté en fait. C'est une jolie histoire et c'est bien de la partager ce soir avec nous au moment où vous voyez, vous revivez. C'est ce que je disais en introduction de l'émission. Souvent, c'est un moment donné où c'est un peu comme un album de photos. On se repasse un peu les meilleurs moments. Oui, voilà, il n'y a pas que des mauvais souvenirs. Non, il n'y a pas que des mauvais souvenirs, c'est vrai. Voilà. Et c'est une bonne occasion là d'être avec nous. Vous voyez, on est à 1 minute, à 1 minute de passage de l'année. Et c'est vrai que c'est un moment fort et important pour se remémorer, être avec ce qu'on a vécu d'heureux et qui donne de la force pour la suite. Merci Soraya. Je voulais l'espoir à tous les auditeurs qui m'entendent, à tous les auditeurs, que même si on vit des moments difficiles, il y a toujours de l'espoir. Et il faut toujours essayer de prendre les choses, même si ça fait mal. Voilà. En tout cas, à tous les auditeurs, je souhaite une très très bonne année. Je souhaite le meilleur. Et vous, à Sophie Peters, je vous souhaite le meilleur. Et à toute votre équipe. Merci beaucoup Soraya. Et c'est très chaleureux. Voilà, le décompte est lancé. 10, 9, 8,
7, 6, 5, je vois les petites rouges, 2, 1, minuit, bonne année, vous écoutez Europe 1, il est minuit et bonne année à tous. Sur Europe 1 et encore très 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 belle année 2013 à vous tous. Voilà, un beau bruit. Merci Fifi pour ce bruit de champagne et de bouchon. Vous êtes avec nous pour fêter cette nouvelle année. On pense bien fort à notre chère Caroline Dublanche qui est avec nous dans ce studio par la pensée ce soir. Et si elle nous entend, très très belle année à toi Caroline, de la part de toute l'équipe, de Fifi, Jeanne et Paul et Vivien. Et puis tous mes vœux à vous, chers auditeurs, pour une année douce à votre cœur et saine à votre corps. Comme dit la chanson, je vous souhaite tous les bonheurs du monde pour aujourd'hui comme pour demain. Et puis nous sommes ensemble encore pendant une heure de direct pour célébrer cette nouvelle année, une heure d'échange, de partage, pour parler, pourquoi pas, de vos projets, de vos désirs, de vos envies pour cette année qui débute à peine. L'antenne est à vous, il vous suffit de composer le 39 21 pour partager avec nous vos préoccupations et puis peut-être justement vos projets. Puis vous pouvez également bien sûr échanger avec les auditeurs par SMS au 7 39 21 commençant par le mot nuit ou nous adresser un mail sur le site d'europe1.fr. Et puis merci à vous chers auditeurs pour vos jolis messages. Merci à Durga pour vos vœux avec je lis une petite passade intérieure difficile et puis alors on célèbre tout de suite le projet du Trublion parce que le Trublion, je me souviens très bien quand votre chat Moumoun vous avait quitté et vous nous dites que votre grand projet pour 2013 c'est d'adopter un nouveau chat, c'est décidé, qui s'appellera Poupout. Donc bienvenue à Poupout, je crois pour le printemps, c'est ça, ou avant cet été, et bonne année à vous. Et puis un joli message de Mad avec cette phrase de Jacques Prévert, et si on faisait semblant d'être heureux ne serait-ce que pour montrer l'exemple. Et ben je trouve que c'est un très joli projet pour 2013. Merci à vous Mad. Aline, vous êtes là? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Aline. Bonsoir Sophie et bonne année. Bonne année à vous. J'écoute votre émission depuis très longtemps et je ne sais pas pourquoi ce soir je me sens un peu seule et j'ai décidé de vous appeler. Ça a été facile, donc merci à ceux qui m'ont répondu. Alors, je ne sais pas, on a dû vous résumer un petit peu mon cas. J'ai 62 ans. Oui. Je suis en instance de divorce. En 2009, mon mari est parti avec quelqu'un qui avait 20 ans de moins que lui. Mmh. Et ma vie là s'est effondrée parce que j'étais son conjoint collaborateur, je travaillais avec lui et je l'avais toujours aidé dans les moments difficiles, etc. Et je me retrouve je suis tombée dans une déprime énorme. J'ai fait une tentative de suicide importante à la fin de l'année 2009 et depuis c'est l'enfer. Oui, je comprends. À remonter. Je n'arrive pas à me reconstruire. Je suis suivie par un psy, je prends des médicaments, mais tout est parti en éclats. Oui, et puis vous aviez votre vie à la fois donc affective, mais également professionnelle qui était liée à lui. Voilà, c'est ça. Oui. Donc du coup, je suis comme beaucoup de femmes dans ce style de boulot. J'ai été son conjoint collaborateur, mais si vous voulez, je n'ai jamais été salariée, donc je vais me retrouver sans aucun revenu parce que j'ai travaillé
une dizaine d'années quand j'étais plus jeune, mais après j'ai arrêté pour l'aider dans son travail et pour le seconder. Oui, mais dans le cadre du divorce, enfin, vous allez être, c'est lui qui est parti, enfin, vous aurez sans doute une protection financière. Oui, vous savez, il y a l'indemnité compensatoire dont on parle beaucoup. Mais enfin, bon, ça va jamais remplacer un salaire c'est clair. C'est clair. de 35 ans. Il faut pas rêver. Hein. Non, c'est clair, Aline. C'est surtout... Oui, pardon. Nous avons une maison dont l'ordonnance de non-conciliation m'a donné la garde, mais je ne le supporte pas parce que c'est à proximité de son cabinet et donc, si vous voulez, je me suis un peu énervée. Je vous avoue que j'ai tagué son cabinet un jour parce que j'étais trop énervée, donc il a fallu que je m'éloigne. Oui, je comprends. J'ai une plainte sur le dos, etc. Je suis repartie vivre chez ma maman qui a 92 ans, donc vous pouvez imaginer. Et depuis, je suis dans le trou. Oui, vous êtes un peu brisé. Alors, c'est vrai que dans ces situations-là, ce qui est terrible, c'est qu'en fait, c'est tous nos repères, hein, c'est tout ce qu'on a construit qui s'effondre. Alors, il n'y a qu'une petite lueur quand même d'espoir, c'est que vous restez vous. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire que c'est comme une enveloppe d'identité, d'une construction, de repères, de tout ça qui s'écroule. Mais il y a l'être, il y a la personne que vous êtes, qui reste bien elle-même, bien réelle. Et alors, j'étais quelqu'un qui avait beaucoup de dynamisme, qui avait beaucoup de réactions, qui avait beaucoup de peps, etc. Tandis que là, je me reconnais plus, j'arrive plus à mes idées, mes fonctions cognitives sont altérées. Je passe des nuits, je passe des journées allongées, à ruminer, ce qui n'est pas bon du tout, je le sais, mais je n'arrive pas à me sortir. Bon, je prends des médicaments, mais je ne veux pas trop en prendre parce que vous savez très bien que non, c'est pas les médicaments qui vont vous faire remonter. Ce qui est, Aline, c'est que il faut savoir que non, les médicaments non, parce que là vous êtes dans un choc et c'est très long. Souvent, enfin, c'est vrai que on voudrait retrouver la personne qu'on a été avant. Vous voyez, un peu comme un accident. C'est un accident de la vie, ce que vous vivez là. Vous voyez. Exactement. Or, après un accident, voilà, si on est blessé, enfin, physiquement, on va à l'hôpital, on se reconstruit, mais c'est plus quand même tout à fait comme avant. Et là, vous vivez un accident de la vie qui ne peut pas... Vous pouvez pas espérer, voyez, retrouver exactement la Aline d'avant. Il y a une autre Aline qui se construit avec cette blessure-là, qui va cicatriser. Ça va prendre du temps. La blessure est là. Après, vous voyez, c'est comme une cicatrice. Donc, enfin, ça se voit là pour le coup, ça se ressent. Par moment, il y aura des moments de la vie où la cicatrice se rappelle à vous, fera plus mal, mais c'est le temps. Maintenant, Aline, c'est le temps et c'est vrai qu'on peut pas passer en force sur cette période-là. Parce que c'est une période où votre psychisme a besoin de faire quelque chose de cette souffrance, de cette douleur. On peut pas l'éviter. On croit que vous voudriez retrouver la Aline d'avant. Non, ça veut pas dire qu'elle est moins bien. Ça veut pas dire mais elle est un peu changée. Elle est un peu autre. Oui, mais vous savez, quand vous arrivez à la soixantaine, que vous avez essayé de construire toute une vie, vous avez élevé des enfants, vous avez aidé votre mari, etc., et que tout s'effondre, vous vous dites, mais comment je vais pouvoir arriver à me reconstruire, à retrouver j'ai plus de goût de vie, j'ai plus d'envie de vivre. C'est pour ça que j'ai fait ma tentative de suicide, si vous voulez, parce que vraiment, je voulais en finir. Et j'ai encore des idées noires, parfois. Oui, je comprends. En plus, si vous voulez, j'ai 2 filles. Il y en a une qui est très loin, qui est dans la région lyonnaise, que je vois pas beaucoup. Et c'était avec celle-là avec qui peut-être j'avais le moins d'atomes crochus. C'est celle-là qui se révèle être la plus près de moi, qui me téléphone, etc., mais qui n'a pas pu venir pour les fêtes parce que c'était trop loin. Et j'en ai une autre qui est sur Bordeaux et qui a la quarantaine et qui, alors celle-là, je n'ai plus de nouvelles depuis 6 mois. Ah oui. Ah, vous avez plus de nouvelles d'elle? Oui. Je ne sais pas si, peut-être que j'ai eu des propos malheureux, peut-être que, comme dit ma fille la plus jeune, tu veux passer pour une victime, donc. Oui, ce qu'il y a, c'est que là, les enfants, dans ces
situation-là, c'est compliqué parce que ils sont partagés. Ils sont aussi divisés que vous l'êtes, vous voyez, parce que eux, ils avaient, alors surtout à leur âge, connu toujours leurs parents ensemble, à un âge quand même avancé. Et pour eux, c'est compliqué de, ils vous aiment toujours chacun à leur manière et ils peuvent pas prendre parti. C'est douloureux. Alors quelquefois, ils préfèrent s'extraire, vous voyez, de la relation du couple. Oui, et c'est compliqué en tant que parent. Je comprends votre réaction, Aline, mais en fait, c'est les personnes les moins bien placées pour vous aider, vous apporter du soutien, pas dans le sens qu'ils peuvent pas le faire, mais qui sont pas à l'aise avec ça. Ils sont pas à l'aise avec cette souffrance-là parce que ils sont déjà confrontés, eux, quand même, à leur propre souffrance, dans le sens, même s'ils sont grands et que les vôtres ont sans doute fait leur vie, mais c'est quand même, un monde un peu qui s'écroule aussi pour eux. Bon, bien différent du vôtre, hein, bien sûr. Mais voilà, bien sûr. Justement, ma fille aînée a fêté son anniversaire à début décembre et elle m'avait envoyé un message pour m'inviter, mais comme j'ai su que son père y allait avec sa copine, j'ai pas voulu y aller, si vous voulez. Et elle m'a répondu qu'elle voulait, pour ses 40 ans, avoir son père et sa mère ensemble. Bah oui, mais si sa copine... C'était pas possible. Et le père pouvait pas, pour le coup, venir sans sa copine pour une fois. Écoutez, je ne sais pas. Oui, c'est ça. Autant au départ, elles ont été très choquées de ce qui arrivait parce que quand elles ont su qu'il partait avec quelqu'un qui avait 40 ans, c'est-à-dire 20 ans de moins que lui, elles étaient plutôt de bon côté quand même. Elles me plaignaient un peu. Et très très vite, il a su faire. Oui. Et il a su imposer sa nouvelle compagne en allant chez elle, chez l'une et chez l'autre. Donc, si vous voulez, le pas a été très vite franchi. Oui. Donc, si vous voulez... Et du coup, elles doivent être, si ça se trouve, vous savez, Aline, je pense tout d'un coup à ça, un peu mal à l'aise vis-à-vis de vous, parce que elles doivent avoir un sentiment un peu désagréable, presque limite inconscient, on voyait un peu de vous trahir en acceptant cette nouvelle femme. Et du coup, c'est peut-être compliqué pour elles d'être en lien avec vous parce qu'elles se sentent mal à l'aise vis-à-vis de vous, vous voyez ? Même si vous vous retrouvez seule. Si ça se trouve, elles sont dans un truc un peu compliqué, elles aussi. Oui, ce qui me fait beaucoup de peine et j'étais très liée avec ma fille aînée parce que je l'ai eue assez jeune, puisque j'ai 62 ans, je l'ai eue à 22 ans, là, elle en a 40. Et on était très liés, très proches, on était très complices. J'avais une grande complicité, peut-être trop, je ne sais pas. Enfin bon, on n'a jamais assez. On n'a jamais, oui. On limite pas. Non. Il y avait un échange, assez formidable entre nous. Et là, du coup, je sens qu'elle est devenue, elle me met à l'écart, tout simplement, pour se protéger. Oui, sans doute. Sans doute pour se protéger, parce que elle est sans doute très mal à l'aise d'avoir accueilli peut-être trop ou un peu facilement la nouvelle compagne de son père. Et peut-être qu'elle est dans un conflit de loyauté avec vous, si ça se trouve. Oui, parce que vous savez... dont vous ne savez rien. C'est une génération qui est très confrontée au divorce, etc. Autour d'eux, ça... Donc, ils sont quand même assez conciliants par rapport à ça. Alors que notre génération, c'est quand même... Moi, j'ai quand même vécu 37 ans avec mon mari. Oui, oui. C'est même plus une histoire de génération. Vous voyez, à ce stade-là, c'est comme vous dites, 37 ans de vie. C'est que vous partez... On parle de membres de la famille, mais c'est comme une amputation, un divorce après autant d'années. Hein, vous devez ressentir un manque dans le sens où, vous savez, comme un membre, quoi, quelque chose de vous qui est parti avec lui. Oui, tout à fait, parce qu'en fait... C'est toute ma vie qui s'effondre, les amis. Non, je vous reprends là-dessus. C'est pas toute votre vie qui s'effondre, Aline. C'est une perte, vous voyez. C'est une perte. C'est une perte qui fait qu'il y a un manque, il y a un vide, il y a un trou. Mais la vie ne s'effondre pas parce que ce qui a été vécu a été vécu. Vous voyez, vous pouvez pas changer le passé. Et il y a quand même des enfants, un joli passé, des jolis moments. Donc ça, c'est pas effondré. Vous voyez, c'est important de porter un regard sur votre vécu un
petit peu différent de celui que vous avez là, dans le sens où, vous voyez, c'est pas, parce qu'après on le vit comme un échec. C'est pas un échec, c'est un accident de la vie intime, de la vie affective. C'en est un, certes, c'est une perte, mais votre vie continue. Et qui vous êtes, vous restez qui vous êtes, envers et contre tout, Aline. Ça, c'est vraiment important. Ben oui, mais si vous voulez, j'ai malheureusement, vous savez, la mémoire est sélective. Elle dit que parfois on ne garde que les bons moments. Oui. Et là, actuellement, je suis dans la phase où je ne vois que les mauvais moments. Et ça vous aide pas, du coup, tiens. Pardon ? Eh ben, ça vous aide pas parce que au moins les mauvais moments, vous dites, voilà, c'est peut-être pas si bien. Je sais pas. C'est une question. Parce que je me suis aperçue que j'ai été beaucoup trompée tout au long de ma vie. Et mon mari a su me manipuler, il a su me faire bosser pour lui, etc. Oui, c'est un peu comme si vous aviez un regret, voire même un remords d'avoir accepté la situation si longtemps. C'est là-dedans, vous êtes là-dedans, Aline. C'est ce que mes filles me disent, mais pourquoi tu es pas partie plus tôt ? Ben, pas partie plus tôt parce que y avait des enfants, parce que mais parce que vous le sentiez pas, Aline. Voilà, vous savez. J'étais pas capable de le faire. Mais non, on vit les choses au moment où on peut. Mais et vous saviez tout ça à l'époque ? Disons que je le savais, mais j'espérais toujours que ça allait s'arranger. En plus, il avait un métier, il était kiné. Alors, je vais vous dire, c'est des métiers à risque. Les nanas qui défilent dans le cabinet, alors il n'y a pas que des stars, mais il y a de tout. Hein. Et j'ai travaillé avec lui, mais je n'étais pas dans le cabinet quand il y était. J'y étais toujours pendant ses absences, donc je voyais pas, je connaissais pas particulièrement les gens, etc. Donc, mais j'ai su, je l'ai trouvé un jour avec quelqu'un dans le cabinet. J'ai fermé la porte et j'ai rien dit, etc. Et puis après, c'est les petits arrangements avec le couple, vous savez, ça. Voilà, c'est des petits arrangements qu'on fait avec soi-même, avec le couple. On fait comme on peut. Mais ne vous reprochez pas, Aline, de ne pas avoir pris une autre décision avant, parce que si vous n'avez pas pris cette décision-là, c'est que c'était pas la bonne. Donc on ne refait pas, on regarde pas son passé en se disant j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela, parce que ce que vous ressassez là, c'est du poison, parce que vous vous en voulez d'avoir, là vous dites, fermer les yeux, mais lâchez ça, parce que c'était ce que vous pouviez faire de mieux à l'époque, vous voyez, être là-dedans. Et aujourd'hui, vous avez autre chose à vivre. Peut-être que par contre, ce que dit Laurence qui envoie un mail, Laurence de Picardie, pourquoi ne pas vous recentrer sur votre féminité, prendre soin de votre corps, autorisez-vous de petits plaisirs chaque jour et le temps fera son heure. Mais ne vous enfermez pas dans ce désespoir, une autre vie s'offrira à vous. Que 2013 soit plus douce pour vous, bon courage. Bon, j'espère, parce que... Mais c'est long, Aline. Les fêtes ont été très difficiles. J'ai été très, très angoissée. J'ai eu des crises d'angoisse terribles. J'ai pas voulu appeler. J'ai des amis quand même proches, mais j'ai pas voulu trop les ennuyer parce que aussi ils étaient en famille et donc il faut quand même respecter leur vie privée. Mais j'avoue que quand je pense comment se passaient les fêtes autrefois et que maintenant je me retrouve toute seule, ma fille aînée m'a même pas téléphoné ni rien du tout, c'est dur. Oui. C'est dur quand même. Oui, c'est dur. Quand surtout j'étais très famille, comme tout, j'étais normale, quoi, disons. Oui, mais ça n'empêche que c'est votre monde qui s'écroule, vous voyez. Oui. Voilà. Alors c'est pas votre vie qui s'effondre, mais c'est un monde. C'est celui que vous aviez construit. Votre vie, elle est là et elle est riche de tout ce que vous avez vécu. Et puis il y a un monde tel qu'il était, qui est plus le même et qui sera plus jamais le même. Et ça, c'est très long. J'ai bien compris qu'il dit que je sais qu'il faut tourner la page. Mais ça suffit pas de le savoir. Voilà, ça suffit pas. Ça, évidemment, tous les gens qui vous diront bon, allez, on passe à autre chose, on tourne la page, mais non, parce que c'est facile à dire. C'est très facile. Non, à faire c'est très dur. Il y a Françoise, Aline, qui voudrait vous parler, qui a vécu un peu ce que vous vivez et qui voudrait vous apporter son soutien. Vous êtes là, Françoise ? Oui. Oui, merci. Merci Françoise d'appeler. Meilleurs vœux. Pareillement.
Alors, je voulais dire, c'est Aline. Hein, oui, c'est Aline. Déjà. Écoutez, Aline, moi, je suis plus âgée que vous, mais mon mari est parti, j'avais 34 ans. 34 ans de mariage. De mariage, oui. Oui. J'ai eu 4 enfants, mais il est parti parce que son boulot n'allant pas, il s'est mis à la boisson, il a eu honte, il est parti, mais il n'est pas parti pour une femme au départ. Et je peux vous dire que je ne savais pas faire un papier, c'était tout lui qui contrôlait tout, mais il m'a fait des photocopies quand il est parti. On est parti dans bons termes, si je puis dire, et depuis qu'il est marié, il a trouvé une femme et il s'est marié. Depuis, il est dépressif parce que elle a le même âge que moi. Moi, j'ai 68 ans, mais je peux vous dire que j'avais 54 ans quand il m'a quitté. J'ai fait comme vous, mais pas de dépression. Disons que j'étais seule puisque mon mari travaillait tout le temps. Les enfants étaient grands, ils étaient partis de la maison. Ben, je vais vous dire, vous serez une femme épanouie dans, je vous dis 3 ans. Vous allez voir. Ah, ben, je vous remercie de me laisser. Écoutez, je vais vous dire, en France, on fait beaucoup d'animation. Moi, je disais à Paul, là, celui que j'ai eu au téléphone, j'ai 68 ans. Comme je lui dis, on a la permission parce qu'on est libre d'avoir des petites conquêtes. Et puis après, on se lasse un peu parce qu'on a nos habitudes, on reste toute seule. Moi, je suis bien organisée parce que j'enregistre beaucoup. Donc le soir, la solitude me pèse pas. Mais cependant, je fais de la zumba, je fais de la pétanque, je fais de la marche tous les jours. Je marche mes 5 kilomètres tous les jours. Allô ? Allô ? Ah, on a perdu Françoise. Oui. Non, vous m'entendez pas ? Ah non, voilà, oui, on vous avait perdu. On en était à la zumba, à la marche. Et la pétanque. Et tout ça, alors la marche, je la fais toute seule parce que j'habite dans un village et je fais mes 5 kilomètres tous les jours. Enfin, quand je dis tous les jours, sauf le jour où je pétanque et zumba. J'ai des repas dansants. Parce que je n'hésite pas, je suis dans un club où il y a des vieilles personnes, mais comme je fais plus jeune que mon âge, et je disais à Paul, j'étais restée seule depuis 4-5 ans parce que, vous savez, les hommes, ils cherchent qu'une chose, c'est cocooning, et moi, j'avais plus envie de faire du cocooning. Oui, on a passé laver les chaussettes et machin, tout ça, c'est fini. J'ai eu 4 enfants, j'ai assez donné. Et ben, je peux vous dire que autour de moi, je ne vois que des femmes épanouies qui sont seules. On en parle beaucoup. Et là, depuis 1 an, je suis avec quelqu'un qui est plus jeune que moi, qui a 55 ans. Ah, d'accord. Et je peux vous dire que c'est merveilleux parce que je vis pas avec lui. Chacun chez soi, il a une situation qui fait que je suis assez tranquille chez moi, mais il m'appelle tous les jours. D'accord. Alors vous voyez, Aline, la vie. Oui, je sais que la vie continue, mais... La vie commence, c'est bien pour un doux début de 2013. Oui, alors, mais je vous assure, vous allez voir. Ouais. On est toutes un peu... Bon, on a nos train-train avec nos maris, mais finalement, vous allez voir que c'est vous qui allez être plus épanouie que lui, parce que... il est avec une jeune, c'est bien, mais ça n'a qu'un temps, vous savez. Oui, il est avec une jeune, en plus, qui a 2 ados à élever. Ah, en plus. Donc, il a 2 garçons, 2 ados, et le père était brésilien, et il est reparti au Brésil. Ah oui. Donc les enfants ne voient pas leur père à part s'ils partent s'ils vont, mais ça je ne suis pas au courant. Alors, mais vous savez, de toute façon, je vais vous dire, moi j'ai été séparée d'abord à l'amiable, après on a divorcé, donc ça fait 14 ans que je suis seule, mais dans un divorce, les enfants, le papa les avait pris sous sa coupe, alors qu'il les a pas élevés, puisque c'est moi qui les ai élevés. Mais il y en a 2 qui sont revenus, parce que ils se rendent bien compte que le papa n'est pas bien. Mais ça, c'est leur problème. Moi, si vous voulez, c'est des filles, et les filles, ça a toujours un rapport un peu particulier avec le père, même si tout à fait. Si ça le montre pas, parce que ma fille aînée, je la découvre sous un jour nouveau, que je ne connaissais pas, et je m'aperçois qu'elle s'est rapprochée de son père. Mais je pense qu'il a su aussi faire... Oui, mais vous savez, ne vous inquiétez pas. Elle a quel âge, votre fille ? 40 ans. Elle n'est pas mariée ? Si. Elle est mariée, elle a des enfants ? Oui, elle a une petite fille. Parce que moi, j'ai eu ce problème avec ma deuxième qui a 43 ans. Elle a divorcé il y a 5 ans. Et
eh ben, je peux vous dire que le fait qu'elle ait divorcé, elle a repris contact avec moi. Ouais. Il y a aussi une chose, il y a eu aussi une chose que je voudrais vous dire à Aline et également à Françoise, qui semble avoir vécu, c'est que aussi les enfants découvrent au fur et à mesure chaque parent de façon individuelle, vous voyez, dans sa personnalité. Et ça change énormément les relations, du coup. Oui, vous savez, ma deuxième m'a dit une fois, parce qu'elle me voit bien maintenant, elle m'a dit, papa, tant qu'il se remet pas en question, il sera pas bien. Ouais. Et ça, c'est vrai, parce qu'elle se rend compte que son père n'est pas aussi bien que moi. Je suis bien dans mes pompes, j'ai beaucoup d'amis, même des couples. On dit toujours quand on est seul, on n'est pas invité. C'est pas vrai, parce que si les couples ont confiance en vous, vous leur dites bien que vous n'êtes pas là pour piquer leur mari. Elles vous font confiance. Moi, je n'ai que des couples que je connais. Merci Françoise pour votre appel et votre réconfort. Sophie, Aline. Je suis contente de vous entendre parce que je suis une fidèle de l'émission. Merci je connais à Caroline, vous. mais je suis contente de savoir que c'est vous pendant les vacances. Comme ça, on n'est pas tout seul. Voilà, comme ça, vous n'êtes pas tout seul. Bonne année, Françoise. Toutes les deux. Merci, merci. Au revoir Aline, au revoir Sophie. Au revoir. Et Aline, on a Anne-Marie. Vous voyez, ce soir, voilà, tous les auditeurs font une chaîne là autour de vous qui voudrait également vous apporter son témoignage. Alors, avant d'accueillir Anne-Marie à l'antenne, il y a Eric qui envoie un message pour dire: je voudrais réagir. On rebondit toujours. L'année dernière, j'étais dans la même situation, je revis et il faut au moins une bonne année pour s'en remettre. Alors Anne-Marie, vous êtes là? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Sophie. Anne-Marie. Bonsoir. Eh ben, c'est pour porter mon témoignage à Françoise, lui souhaiter un bon courage surtout. Oui. Parce que moi, j'étais dans la même situation qu'elle il y a 4 ans. Mon mari a donc Oui. Ah, on a perdu. Oui, oui. Et dès l'instant où j'ai eu qu'il a demandé le divorce, j'ai tout déménagé de la maison. Hein. J'ai tout vidé de la maison, je suis partie, donc. Et puis. Allô? Mais après, tout s'est bien passé. Après, il est revenu, là, cette année, il est revenu pour la Toussaint. J'ai vu les enfants, tout. Et puis là, on a fait hier, ils sont revenus à la maison, tout. Et puis je marche, tout se passe bien maintenant, hein. Oui, mais c'est vrai qu'Anne-Marie, ce que disait Aline, c'est en fait, il y a un long moment où ça va mal, en fait, hein, vos témoignages, soit Françoise ou vous. Je vais vous dire une chose, j'ai eu un genou à terre, pas les deux. Ah oui. J'ai tout de suite. Ah oui, c'est une belle image, avoir un genou à terre et pas les deux. Mais pas les deux. Je suis inscrite dans un club de marche, dans un petit village à côté d'où j'habite. Oui. Nous avons fait au centre de ce groupe de marche. Nous avons formé un groupe de 13, du fait que j'étais toute seule et que c'était tous des couples. Et de temps en temps, nous louons un chalet, nous faisons des sorties raquettes, nous faisons des sorties en été, dans les Vosges ou dans l'Alsace. Mais j'ai été tout de suite bien secourue. Hein. Ouais. Ah oui, vraiment. C'est joli, Aline, cette image d'un genou à terre, mais pas les deux. Mais pas les deux, hein. Ah oui. Oui, je trouve que c'est assez important. C'est vrai qu'on est, vous pouvez être sonné. Il faut dire que je suis assez battante, quand même. Alors, je ne me suis pas laissée aller tout de suite, oui. Oui. J'étais quand même malheureuse pendant 16 ans. Alors, dès que j'ai eu la demande de divorce, comme je lui ai dit, le jour où j'ai reçu la lettre le midi, comme il était là à table, j'ai dit, je préfère que tu m'annonces ça que de m'annoncer que t'as le cancer. Ah, Anne-Marie? Ah alors, on a perdu Anne-Marie. Aline, vous êtes là? Oui. Oui, bon, alors peut-être que ça a coupé et il y avait peut-être un souci de portable. En tout cas, Aline, voilà, j'espère que les témoignages de Françoise et d'Anne-Marie, voilà, vous ont un peu rassuré et vous donnent un peu du baume au cœur pour démarrer l'année. Mais bien sûr, on est d'accord, on sait, ça reste difficile, ça reste long. Et vous voyez, par tous les endroits où vous passez, c'est juste. Et puis, je vous laisse avec ce petit message de Tom qui dit on ne réécrit pas son passé en fonction des enseignements qu'on tire du recul des années. Et ça, c'est très juste. Hein? Très juste. Meilleurs vœux à vous, Aline. Pareillement. Merci et bon courage à vous. Hein? Au revoir. Bonsoir. Belle année. Au revoir, Aline. Et puis avant d'accueillir Claude à l'antenne, merci encore à vous pour tous vos vœux de bonne année. À notre tour, autour de toute l'équipe, de vous souhaiter aussi une très belle année 2013. Alors merci à Janer. Janer, je lis votre très joli message, voilà, de vœux. Et puis pour tous ceux qui travaillent, à nous les esselés du poste dans l'ombre, au lieu de festoyer avec leur famille, aux auditeurs inconnus.
venu, mais si présent la nuit. Je présente mes vœux chaleureux de meilleure santé et d'espoir pour les malades, de prospérité pour les plus jeunes, de réussite, de petits bonheurs et de grande joie, et enfin d'amitié et d'amour pour tous. Merci Janer pour votre très joli message. Merci à vous Alice, merci à Amphithéa, merci à Lauriane, et puis merci encore, alors ça n'arrête pas d'arriver dans le studio, à Grand Ours, à B, quelquefois j'ai juste B, à Anne, voilà, à vous tous qui êtes des grands fidèles de l'émission. Et puis Aline, également un message pour vous, une réaction voilà d'Éric encore, qui dit il a fallu un an pour qu'il se remette d'une union de 10 ans, mais qu'il s'est remis en selle grâce à un gros travail sur lui, en comptant 3 mois renfermé complètement, et ensuite voilà, il s'est petit à petit remis à ses anciennes passions, et le reste a suivi. Et puis Anne-Marie voilà, qui séparée depuis 4 ans, elle se dit vraiment épanouie. Bonsoir Claude, vous êtes là ? Oui, je suis là, oui. Oui, alors Claude, vous vouliez partager avec nous en ce début d'année 2013 quelques vœux, c'est ça, à l'antenne ? Oui, bien sûr, oui, je tenais beaucoup, oui. Oui. Je suis content, oui. J'ai le moral, quoi. Oui, vous avez le moral. Oui. Et vous vouliez donc laisser à tous les auditeurs un message un peu joyeux, c'est ça, un peu empreint d'optimisme pour démarrer l'année ? Ah oui, surtout, oui. Que tout soit bien pour tout le monde, hein. Qu'on soit heureux, que... Vous savez, je suis un peu impressionné, là. Oui, c'est ce que j'entends, oui. Mais voilà, vous êtes entre nous, hein, on est juste, voilà, on est 5, voilà, dans Europe 1, plongés dans la nuit, dans les couloirs, le studio est tout bleu, on est juste entre nous, hein, Claude. Oui. Et qu'est-ce que vous souhaitiez partager ? Qu'est-ce qui vous rend heureux, justement, Claude ? Elle est d'où cette joie ? Ben, moi, je suis pour l'instant présent, je vis l'instant présent. Et le passé, je ne vis pas tellement le passé, j'essaie d'oublier, et un petit peu l'avenir, mais surtout l'instant présent. Et puis je fais beaucoup de peinture, je peins beaucoup de tableaux, puis des poèmes aussi. Oui. Parce que Claude, ce que je trouve intéressant là dans votre appel, c'est que finalement vous êtes en train de nous dire ce que peu d'entre nous arrivent à faire ou à réaliser. Effectivement, c'est vivre l'instant présent. Qu'est-ce que vous diriez aux auditeurs ce soir, justement pour les aider ? Comment vous faites, voilà, pour vivre l'instant présent ? C'est quoi votre petite recette à vous ? J'évite de me rappeler des mauvais souvenirs dans le passé, parce que j'en ai eu, comme tout le monde, certainement. Oui. Et j'évite de penser à tous ces souvenirs. Et je vis l'instant présent, surtout parce que je suis un grand supporter du Football Club de Nantes, moi. Oui. Et oui, je suis passionné de football, alors j'écris souvent aux joueurs, aux entraîneurs du club, au président même, à Vandemarquita. J'écris souvent, et puis je leur dis, tous les jours de match, je téléphone au FC Nantes et je leur dis de vivre l'instant présent. Oui. Surtout l'instant présent, toujours. Vous êtes un grand supporter, oui. Oui, et ça ne s'applique pas pour tout le monde, ça. Vivre l'instant présent. Non, mais c'est très difficile, Claude, pour la plupart des êtres humains. C'est parce qu'on est soit derrière, soit trop devant. Vous voyez, on est soit en train de se projeter, soit en train de ruminer, de ressasser. Mais c'est très compliqué. Le ici et maintenant qui est très prôné dans les, en Orient, vous voyez, dans le bouddhisme, dans l'Ayurveda, dans le yoga, en Inde. C'est des choses qui, dans la civilisation occidentale, c'est très compliqué d'être dans le présent pour nous. Ben oui. Ouais. Mais moi, j'en fais du yoga. Je fais du yoga et de la relaxation. Oui. Et ça me fait beaucoup de bien. Et j'ai même un CD de relaxation. Là, avec une prof de relaxation qui m'a fait un CD. Et quand je suis fatigué ou soit je me mets à respirer, j'inspire et j'expire.
Heureusement que je respire aussi. Ouais. Et comment ça me fait du bien de faire de la relaxation, hein, je vous assure, ça me fait du bien. Alors, c'est très intéressant que vous en parliez ce soir, Claude, parce que vous savez qu'il y a... Mais il y a d'ailleurs un livre, c'est Christophe André, je crois, qui vient d'écrire sur la méditation, comment on peut guérir par la méditation, et notamment ce qu'on appelle la méditation, la pleine conscience, qui est un mouvement qui grandit de plus en plus. Et on se rend compte en psychiatrie, sur des pathologies très lourdes, qu'on arrive à soigner des grands dépressifs, des gens très malades, par la méditation. Donc aujourd'hui, c'est une voie de recherche en psychiatrie et en psychopathologie d'une façon plus générale, pour soigner des gens qui n'arrivent pas à s'en sortir et auxquels on apprend à méditer. Donc ça m'étonne pas du tout que vous me disiez que vous méditez, parce que l'accès au fait de vivre l'instant présent, il passe par ces moments. J'imagine que c'est un apprentissage en fait. On se rend pas compte que c'est une discipline et que si depuis plusieurs années vous faites ça, vous apprenez effectivement à relâcher, à prendre un moment pour vous, à rentrer en vous-même, dans vos sensations, dans votre vécu. J'imagine que voilà, vous arrivez à ce qu'on dit, à calmer le mental, vous savez, parce qu'en fait c'est ça qu'il faut, hein. Pour être dans l'instant présent, on calme le mental. Ouais, on calme le mental. Ouais. Et puis vous me disiez tout à l'heure que vous peignez également, hein. Oui, je fais poème. Oui. Et j'aurais voulu vous faire réciter un poème que j'ai fait pour vous. Ah, vous voulez pour l'antenne d'Europe 1, mais allez-y Claude, alors on vous écoute, c'est un joli cadeau. De me tendre la main, d'atteindre la grâce. Regarde à travers mes yeux les choses que tu as créées. Je n'ai plus peur de mourir car le silence est délicieux. Emporte-moi dans la paix car j'ai besoin de ta lumière. Merci Claude, bravo. Merci pour ce joli cadeau qui démarre bien l'antenne. L'antenne, je pensais cadeau pour l'antenne, vous voyez, pour l'antenne d'Europe 1 et pour la libre antenne. C'est un joli cadeau pour nous, pour toute l'équipe, pour cette émission et pour les auditeurs. Oui. Merci à vous Claude, merci de nous avoir appelés. Puis il y a Laurence qui dit, eh bien moi pour vivre les instants présents, je les vis comme si chaque jour était le dernier de ma vie et les choses deviennent si simples, mais il faut beaucoup de temps pour apprivoiser la vie. Oui, il faut du temps, c'est vrai Laurence. Merci Claude, belle année à vous et merci de votre joli poème. Je vous embrasse. Moi aussi, merci. Au revoir Claude. Bonsoir Lucie. Oui, bonsoir Sophie. Alors, je voulais revenir sur le récit de Aline qui est divorcée et qui n'a pas voulu et qui a refusé l'invitation de sa fille à aller à son anniversaire. Oui. Je pense qu'elle aurait pu y aller parce que elle garde son rôle de mère, donc elle se retrouvait avec sa fille et voilà, je pense qu'elle aurait dû y aller pour garder contact. Oui. Peut-être, mais vous savez, enfin, c'est difficile là pour le coup, Lucie, de porter un regard, voire même un jugement sur ce que vivent les autres, parce que confrontée à ce genre de situation, elle pouvait avoir du mal à maîtriser son émotion face à la nouvelle compagne de son ex-mari. Enfin, elle vivait quelque chose de compliqué. Si elle se sentait pas de le surmonter, vous voyez, c'est voilà. Après, chacun fait comme il peut. Oui, certes, mais elle a aussi la peine de ne plus voir sa fille. Mais sa fille peut revenir. Je pense que sa fille, ce que je disais à Aline tout à l'heure, est dans un conflit de loyauté par rapport à sa mère, à accepter quelque chose de compliqué. Peut-être aussi qu'il y a un manque de communication, sans doute un peu entre les deux, mais c'est pas, enfin, vous voyez, peut-être que c'est pas ça qui fait qu'elle voit plus sa fille, ou en tout cas, si c'est ça, bah sa fille, enfin, on l'espère, va comprendre que ça tient pas à pas grand-chose, quoi. Mais sa fille aurait peut-être été aussi très contente que sa mère accepte l'invitation. Oui, bien sûr, sûrement même, bien sûr. Vous avez raison, Lucie. Sauf que sa mère ne s'en sentait pas la capacité. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça? Oui, vous voyez oui, mais voilà. Oui, voilà. Mais peut-être que les parents ont aussi quelquefois un effort à faire pour la compréhension de leurs enfants. Oui, c'est vrai, Lucie. Non, mais vous avez raison. Mais
C'est encore une fois, c'est compliqué. C'est vrai qu'il y a, on va dire que il y a un cadre général dans la vie qui fait que oui, dans l'ordre des choses, effectivement, je suis d'accord avec vous. C'est bien quand les parents, le sens va des parents vers les enfants. Et puis la maman, Aline en l'occurrence, était peut-être tellement, se sentait en tout cas tellement détruite à ce moment-là qu'elle n'a pas trouvé cette capacité-là. Et elle l'a pas fait contre sa fille. Elle l'a sans doute fait pour se protéger. Donc, on a toujours du mal. Vous avez raison, on va dire qu'il y a des grandes règles, puis quelquefois, un être humain se trouve confronté à quelque chose qu'il n'arrive pas à faire ou à vivre, malgré sa bonne volonté. Oui. Oui. Mais c'est vrai, Lucie, que oui, on va dire, ça aurait pu être bien, mais c'est ce qu'elle nous a expliqué, c'était difficile et voire insurmontable pour elle. Si elle a tagué le cabinet de son mari, c'est bien qu'il y a beaucoup d'émotions qui s'échappent malgré elle. Et l'émotion, elle est toujours difficile à contenir dans ces moments-là. Donc si elle avait fait un esclandre, par exemple, vous voyez, on peut continuer, par exemple, à s'amuser à faire des projections. En allant à l'anniversaire de sa fille, si elle s'était mal comportée et fait un esclandre, elle aurait encore plus sûrement perdu sa fille. Certes, mais il ne fallait pas y aller dans cet esprit-là. Ah bah voilà, mais les il faut, c'est super quand on arrive à les suivre, mais quand on met trop de il faut dans une vie, à un moment donné, c'est le principe de la cocotte minute, hein. Ça pète un bon coup, et les il faut, on peut pas tenir un chemin de vie avec des il faut, mais avec quelque chose de très authentique en soi, parce que les il faut, ça nous aide, on en a besoin, bien sûr, vous avez raison, c'est un cadre, c'est une structure de vie sociale, de respect des autres, de relations, de vivre ensemble. Mais quand ils sont trop forts et trop ancrés sur quelque chose de trop douloureux pour soi, là, on se met en danger. Donc, c'est la limite. C'est la limite. C'est difficile à conduire une vie. c'est vraiment c'est vraiment un toucher délicat et c'est très singulier. C'est propre à chacun. Mais finalement, je partage vos conseils, Lucie. Mais voilà. C'est peut-être justement un chemin à trouver. Peut-être. C'est sûrement un chemin à trouver. Peut-être qu'elle serait moins déprimée. Oui, bien sûr, ça c'est vrai. C'est qu'à un moment donné, en se remettant dans le flot de la vie, on surmonte effectivement sa dépression. Ce sera une victoire sur elle. Oui. Bien sûr, Lucie. Merci Lucie pour vos bons conseils. Merci de nous avoir appelés ce soir. Bonne année à vous. Oui, meilleurs vœux. Bonsoir Lucie. Et puis avant de vous quitter, ce petit mail de Gaëlle qui se sentait plus en survivance comme beaucoup ce soir et qu'en envie et qui a ressenti comme un signe de la vie qui va en voyant l'autre jour pour la première fois depuis 7 ans qu'elle occupe son logement 2 petits écureuils occupés à se poursuivre dans les arbres. Je vous laisse avec cette jolie image d'écureuil. J'adore les écureuils. Je vous retrouve demain avec mes noisettes. Belle année à vous et tout de suite le flash. Laurence Gontier. Rebonsoir Laurence.